J'ai découvert que mon mari avait emprunté l'identité de son frère pour louer un appartement secret. Le constat d'huissier posé sur la table de la cuisine était le dernier vestige de ma vie d'avant, celle où je croyais encore que mon mari était un homme intègre. Ce papier froid et personnel venait d'anéantir 10 ans de mariage en une simple ligne administrative mentionnant le nom de son frère sur un bail qu'il avait signé avec sa propre main. Je savais qu'en partageant cette vérité brute avec vous, je m'exposais au regard des autres, mais le silence est devenu une gangrène que je ne peux plus supporter seule. Si vous vous reconnaissez dans ce vertige, si vous sentez que votre vie bascule sous le poids des non-dits, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre propre expérience dans les commentaires, car savoir que l'on n'est pas seul dans ce gouffre est la seule chose qui me permet encore de respirer aujourd'hui. Vos mots, vos retours, tout cela m'aide à ancrer ma propre réalité dans ce chaos. Nous vivions dans ce bel appartement haussmannier du 16e arrondissement, avec ces moulures au plafond que j'avais mis tant de temps à faire restaurer, et ce parquet en poids de gris qui graissait juste assez pour nous signaler la présence de l'autre. Marc, mon mari, était cet homme solaire, celui qui occupe l'espace avec une élégance naturelle, celui qui vous fait vous sentir la seule femme au mode. Il travaillait dans la finance, partait tôt, rentrait tard, parfois épuisé, mais toujours avec cette attention délicate, une boîte de macarons de chez Ladurée, une fleur coupée, ou simplement un regard qui disait « Je suis à toi ». Notre routine était une chorégraphie bien huilée, une mélodie rassurante de petits déjeuners partagés dans le calme, de soirées à refaire le mode devant un verre de vin rouge, de une week-ends fadoville où tout semblait figé dans une perfection presque irréelle. Je me sentais en sécurité, je me sentais aimée, je ne voyais pas les failles ou plutôt, je refusais de voir les petites craquelures sur le vernis. Pourtant, le premier signe est arrivé un mardi pluvieux, un de ces jours où le ciel parisien semble vouloir vous écraser. Marc m'avait dit qu'il avait une conférence à Lyon, une mission de dernière minute. J'étais seule à la maison, le silence était épais, mon téléphone a vibré. C'était un avis de passage de transporteur pour un colis adressé à son frère Thomas, à une adresse que je ne connaissais absolument pas. Thomas, qui vit à Toulouse, qui n'a pas mis les pieds à Paris depuis 2 ans, qui n'a aucune raison de recevoir du courrier dans mon propre quartier. J'ai haussé les épaules, me disant que c'était sans doute une erreur administrative, une confusion de noms de famille, un bug informatique. Je suis comme ça, je cherche toujours l'explication la plus rationnelle, la plus rassurante. Je préfère croire à l'incompétence de service de livraison plutôt qu'à la duplicité de l'homme qui dort à mes côtés. J'ai mis ce papier de côté, j'ai fait couler un bai, et j'ai laissé la vapeur effacer cette petite inquiétude. Mais les petites choses s'accumulent, n'est-ce pas? C'est comme une goutte d'eau qui finit par percer la roche. Il y a eu ces appels qu'il prenait dans le couloir, le endosphre tourné, la voix basse presque sifflante. Il y a eu ces absences injustifiées, ces soirées où il revenait à 2 heures du matin en prétextant des dossiers urgents à boucler à l'agence, alors qu'il ne sentait pas le papier, mais une légère odeur de jasmin, une odeur de femme qu'il ne portait jamais. J'ai commencé à douter, mais le doute est un poison insidieux. On se bat contre lui, on se traite de folle, on se dit qu'on est paranoïaque, qu'on gâche tout avec nos insécurités. J'ai cherché des excuses. Il était stressé par le travail, il traversait une période difficile, il avait besoin de son espace. J'ai même fini par culpabiliser de le soupçonner. Je lui préparais ses plats préférés, je rachetais ses vêtements favoris, je me faisais plus belle, plus douce, comme si mon amour pouvait soudainement colmater les brèches qu'il ouvrait lui-même sans que je sache pourquoi. Je me souviens d'une soirée, il y a 2 mois. On dînait. Il était distant, son regard perdu dans le vide, ou peut-être fixé sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je lui ai demandé « Est-ce que tout va bien, Marc ?» Il a souri, ce sourire que je connaissais par cœur, mais qui, ce soir-là, m'a semblé être un masque de cire. « Tout va merveilleusement bien, ma chérie, je suis juste fatiguée. La pression au bureau, tu sais ce que c'est. » Il m'a caressé la main, mais sa peau était froide. Ce n'était pas la chaleur de contact tendre, c'était la froideur d'un éloignement, et j'ai continué à le croire parce que c'était plus facile. Parce que quand on a construit toute sa vie sur une fondation, on ne peut pas accepter qu'elle soit faite de sable. Puis la réalité a décidé de me rattraper sans me laisser le choix. Un huissier est venu pour un litige de voisinage dans l'immeuble, et il a mentionné par erreur cet appartement qu'il pensait être le nôtre, un appartement situé à 2 rues d'ici. « Votre appartement secondaire, rue des Martyrs ?» a-t-il dit, en me tendant un document à signer pour un sinistre des eaux qui touchait les étages inférieurs. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde, puis s'est remis à cogner contre mes côtes comme une bête sauvage. « Quel appartement? Nous n'avions pas d'appartement rue des Martyrs. » « Vous faites erreur, ai-je répondu, essayant de garder une voix calme, bien que mes mains tremblaient à en faire tomber le stylo. L'huissier a froncé les sourcils, a vérifié ses dossiers sur sa tablette. C'est pourtant bien noté ici, Thomas Lefebvre. C'est bien vous, madame? J'ai répondu non, mais il a insisté. Thomas Lefebvre, le frère de Marc. J'ai passé le reste de la journée dans un état second. J'ai attendu qu'il rentre.
J'ai regardé le temps défiler sur l'horloge du salon, chaque tic-tac résonnant comme un jugement. Quand il est arrivé, il avait l'air si serein, si détendu, qu'une partie de moi a voulu s'effondrer dans ses bras et lui demander pardon pour mes pensées sobres. Il a embrassé mon front, a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai réussi à articuler quelques phrases banales, mon cerveau étant totalement accaparé par cette information qui brûlait en moi. Pourquoi son frère? Pourquoi un appartement secret à quelques minutes de chez nous? Est-ce une affaire d'argent, une double vie, une maîtresse? Le scénario le plus insensé se mélangeait avec le plus trivial. Le lendemain, profitant de son départ au bureau, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé rue des Martyrs. C'était un immeuble ancien, un peu décrépit, loin du standing auquel nous étions habitués. J'ai interrogé la concierge, une femme âgée aux yeux perçants qui ne m'a pas laissé entrer, mais qui m'a confirmé qu'un homme correspondant à la description de Marc, mais se faisant appeler Thomas, venait ici régulièrement avec des sacs de sport, parfois accompagné, parfois seul. Elle m'a regardé avec une étrange pitié, comme si elle savait déjà que j'étais celle qui allait tout perdre. Elle m'a dit, « Il a l'air d'un homme bien, madame, mais il ne porte jamais son alliance quand il monte là-haut. » C'était comme une gifle en plein visage, une gifle dont la douleur ne s'estoppe pas mais qui au contraire se diffuse dans chaque cellule de mon corps. Je suis rentrée chez moi, et j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire, j'ai cherché partout. J'ai fouillé ses tiroirs, son bureau, ses archives. J'ai trouvé des clés, des reçus de loyer payés en liquide, des extraits de comptes bancaires que je ne connaissais pas et finalement ce bail. Le nom de son frère sur le contrat, mais avec la signature de Marc, celle que je connais mieux que la mienne, tracée avec cette application si particulière qu'il a, ce petit trait qui remonte sur le M. Il n'avait pas seulement emprunté son identité, il avait usurpé sa vie pour s'en créer une autre. Pourquoi prendre le risque d'une condamnation pénale pour cacher un espace aussi restreint? Qu'est-ce qu'il y cachait qui nécessitait une telle mise en scène? Je suis assise sur le sol de notre chambre, entourée de ces preuves, et je réalise que je ne connais pas l'homme avec qui je vis depuis 10 ans. Je regarde nos photos sur la commode, ce voyage en Italie, cette fête de mariage, et tout me semble être une illusion, une mise en scène montée de toutes pièces pour me berner. Je ne suis pas une victime, je ne veux pas être plainte. Je suis une femme qui a été trahie de la manière la plus intime qui soit, par celui en qui j'avais placé toute ma confiance. Je ne suis pas encore prête à lui confronter parce que je veux savoir. Je veux comprendre l'ampleur du désastre. Je veux savoir ce qu'il y a dans cet appartement avant de briser ce qui reste de notre foyer. Le téléphone sonne, c'est lui. Je rentre tard ce soir, ne m'attends pas pour dîner. Sa voix est la même, chaude, assurée. Il ne se doute de rien. Il pense que le décor est encore en place, que le rideau est tiré. Il ne sait pas que j'ai vu derrière, que j'ai percé le secret de son double jeu. Je raccroche, je ne réponds rien. Le silence au bout du fil est assourdissant. Je sais maintenant qu'il va se rendre là-bas. Il va aller dans cet appartement secret, avec cette identité volée sous le nom de son frère. Il va retrouver cette vie qui n'est pas la nôtre. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de la vérité. J'ai soif de la voir, même si elle doit me consumer tout entière. Je me lève, je prends mon manteau, je sais que je ne resterai pas ici à l'attendre. Je vais le suivre. Je vais aller là-bas, rue des Martyrs, et je vais rester devant cette porte. Je veux voir qui va ouvrir. Je veux voir quel visage il porte quand il pense être Thomas Lefebvre et non mon mari. Je veux voir s'il y a une femme, ou si c'est quelque chose de pire encore, quelque chose d'indicible qui justifie une telle paranoïa. La nuit tombe sur Paris, les lumières de la ville commencent à s'étiller, mais pour moi, tout est sobre, tout est devenu un immense point d'interrogation. Je marche dans la rue, mon sac contre moi, mon cœur battant la chamade, consciente que ma vie telle que je l'ai connue s'arrête ici, sur ce trottoir, prête à basculer vers quelque chose dont je ne reviendrai probablement jamais indemne. Je me tiens dans l'ombre, à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble. Il arrive 10 minutes plus tard. Il marche vite, il a ce regard scrutateur, il vérifie qu'il n'est pas suivi. Il ne m'a pas vu. Il entre, je compte les secondes. 1, 2, 3. Je m'approche, je regarde le digicode. Il n'a pas verrouillé la porte correctement, elle est restée entrebâillée. Je pousse le bâton, le bois graisse. Je suis dans le Inrolf, l'odeur est différente, une odeur de vieux papier et de parfum bon marché. Je monte les escaliers, chaque marche est un défi à ma raison. Je m'arrête au 3e étage. Une porte simple sans nom, juste le numéro 14. J'entends du bruit à l'intérieur, des voix. Il y a quelqu'un avec lui. La voix de mon mari mais différente, plus grave, plus autoritaire, et une autre voix, une voix de femme cristalline qui rit. Un rire qui me déchire les entrailles. Ce n'est pas une explication professionnelle, ce n'est pas une dette de jeu, c'est autre chose. C'est une vie entière qui est en train de se dérouler derrière ce bois. Mon souffle se bloque dans ma gorge. Je devrais partir. Je devrais courir loin de cet endroit, retourner chez moi et faire mes valises. Mais mes pieds sont cloués au sol.
Je suis là, à quelques centimètres d'une révélation qui va détruire le reste de ma dignité, mais je ne peux pas reculer. Je porte ma main à la poignée, je sens le métal froid sous mes doigts, je n'ai qu'à pousser pour que le voile se déchire. Je sens les larmes m'ôter, non pas de tristesse, mais d'une rage froide, pure, dévastatrice. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de voir ce visage qu'il montre à l'autre, ce visage que je n'ai jamais vu en 10 ans. Je prends une inspiration profonde pour calmer les tremblements qui secouent tout mon être, et je me prépare à faire face à l'horreur. La porte s'entrouvre juste assez pour que je puisse voir une partie du salon. Je vois Soendosf. Il est là debout, un verre à la main. Il porte une chemise que je ne lui ai jamais vue. Il se retourne, et je vois son visage. Il ne ressemble pas à l'homme que j'aime. Il semble plus jeune, plus libre, presque insouciant. Puis il s'approche de la femme qui est assise sur le canapé, et il pose une main tendre sur son épaule. Ce geste, ce même geste qu'il a pour moi chaque matin, il l'a pour elle. Et je réalise alors, avec une clarté brutale, que tout ce que nous avons partagé, tout ce que je croyais unique, n'était qu'une répétition pour cet autre rôle. Je ne suis pas la seule, je ne suis peut-être même pas l'original. Et alors qu'il se penche pour l'embrasser, mon téléphone dans ma poche s'allume avec une notification, et le bruit, ce petit bip sec, résonne dans tout le couloir comme un coup de feu. Il se fige. Et il se tourne vers la porte, il sait que je suis là. Le silence qui suit est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, un silence chargé de toutes les vérités que nous avons enterrées, et je sais à cet instant précis que rien ne sera jamais plus comme avant. Il se dirige vers la porte, ses pas lourds sur le clocher, et je sais qu'il va ouvrir. Je ne peux plus m'échapper. Je suis prise au piège de ma propre curiosité, de ma propre douleur, et je me demande, alors que la poignée commence à tourner, si je suis prête à survivre à ce qui va suivre. La poignée tourne avec une lenteur insupportable. Chaque millimètre de métal qui pivote est une torture, une éternité étirée par la peur et cette montée d'adrénaline qui me brûle les veines. Je devrais courir, dévaler ces escaliers, disparaître dans la nuit parisienne, mais mon corps est devenu une statue de sel, ancrée dans la pénombre de ce palier sordide. La porte s'ouvre, Marc apparaît dans l'encadrement. Il n'y a plus de masque, plus de sourire solaire, plus de cette élégance qui lui servait de carapace. Son visage est une page blanche, une expression de stupéfaction pure, presque animale. Il ne m'attendait pas ici, pas dans ce sanctuaire qu'il a bâti sur le mensonge. Derrière lui, dans la pénombre de la pièce, je vois la femme. Elle s'est levée, une ombre dans une robe de soie claire qui semble luire faiblement dans la lumière blafarde de l'appartement. Elle me regarde, elle aussi, ses yeux écarquillés dans le vide entre nous. Je sens alors une rage froide, une déferlante sobre qui balaye les derniers vestiges de ma compassion. Ce n'est pas de la tristesse que je ressenne, c'est une colère physique, un besoin viscéral de tout fracasser, de hurler jusqu'à ce que les murs de cette cage se fissurent. Je regarde Marc et pour la première fois, je ne vois pas mon mari. Je vois un étranger, un usurpateur. Un homme qui a volé le nom de son propre frère pour se construire une existence parallèle, une vie de seconde mais où il peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre, quelqu'un qui n'a pas à porter le poids d'une décennie de mariage. Il ouvre la bouche, prêt à sortir une de ses explications polies, un de ces mensonges qu'il maîtrise avec tant de grâce. « Chérie, je peux expliquer » murmure-t-il, sa voix tremblant à peine, mais c'est une erreur, une faute tactique. À cet instant, je ne suis plus la femme soumise qui attendait son retour au calme dans notre appartement haussmannien. Je suis une femme qui a été dépouillée de tout ce qu'elle croyait vrai. Je lève la main pour l'interrompre, un geste sec, autoritaire, qui le fait reculer de pas, surpris par cette force qu'il ne m'avait jamais vu déployer. Je ne veux pas de ces justifications. Ces mots ne sont que des débris qui jonchent le sol entre nous. Je regarde par-dessus son épaule, fixant cet inconnu qui semble figé par le choc. Elle est jeune, beaucoup plus jeune que moi, avec ce teint fraise et ses cheveux défaits qui trahissent une intimité que je ne peux même pas supporter de nommer. Je réalise alors une chose plus cruelle encore, il ne s'agit pas seulement d'une maîtresse. Il y a sur la table, derrière elle, des carnets, des dossiers, des factures empilées. Ce n'est pas que nid d'amour, c'est une administration, une identité administrative complète qu'il a créée sous le nom de Thomas. C'est un plan de sortie, une porte de secours vers une vie où je n'existe pas, une vie où il s'est libéré de nous pour réécrire son passé. La rage me consume, mais je garde les yeux fixés sur les siens. Je veux qu'il comprenne que le jeu est terminé. Je ne pleure pas. Mes larmes ont séché sur mon visage, laissant des traînées salées que je sens comme des brûlures. Je prends une inspiration, une bouffée d'air vicié, et je lui dis d'une voix qui ne m'appartient presque plus, « Ta garde-robe ne suffira pas à cacher ce que tu es, Marc. » Je ne prononce même pas le nom de Thomas. Je veux qu'il reste Marc, celui que j'ai épousé, celui que j'ai cru aimer, pour qu'il porte tout le poids de la honte de cet instant.
Il essaie de faire un pas vers moi, un geste de rapprochement, de manipulation classique, cette main qu'il pose d'habitude sur ma hanche pour me calmer. Mais je recule, chaque muscle de mon corps refuse son contact. S'il me touche, je crois que je hurle ou que je m'effondre, et je refuse de lui donner ce spectacle. La femme derrière lui murmure quelque chose, une question étouffée, et c'est là que tout bascule. Marc se tourne vers elle, une seconde, un geste protecteur, une hésitation qui en dit plus long que n'importe quelle confession. Il a deux vies, et à cet instant c'est la sienne, celle de l'autre, qu'il cherche à protéger. La trahison n'est plus seulement sexuelle ou sentimentale, elle est existentielle. Il a choisi qui il voulait être. Il a choisi de se dédoubler pour échapper à la réalité de notre couple, pour ne plus être le mari, mais l'homme sans attache, le voyageur sans passé. Je me détourne, je ne peux plus les regarder. L'air dans ce couloir est devenu irrespirable. Je redescends l'escalier, mes talons claquant sur le carrelage décrépit avec une précision métronomique. Chaque marche est une libération. Je sors dans la rue, l'air frais du soir parisien me frappe le visage, mais je ne me sens pas apaisée, je me sens en guerre. Je marche sans but, je ne sais pas où aller, mais je sais que je ne retournerai pas dans notre appartement. Ce lieu est mort. Il n'y a que des fantômes là-bas, des souvenirs qui n'existent plus que dans ma tête, des objets qui n'ont plus de sens. Je m'arrête dans un café bodé, je m'assois dans un coin, caché par la foule et le brouhaha des conversations. Je sors mon téléphone. Je devrais appeler une amie, quelqu'un pour me soutenir, mais je ne peux pas parler. J'ouvre les photos de mon téléphone, celles de nos vacances, de nos dîners. Je les regarde une par une, comme si je disséquais le cadavre d'une vie. Et alors que je fais défiler ces images, je tombe sur une photo que j'avais oubliée. Une photo prise par Marc, il y a un an, lors d'un week-end à la campagne. Il y a un détail en arrière-plan, sur la table de chevet de la chambre d'hôtel, un carnet, le même carnet que j'ai vu tout à l'heure sur la table de l'appartement secret. Le même carnet avec le même signe, un symbole que je n'avais jamais pris la peine de remarquer. C'est un emblème, un sceau, et ce n'est pas le sien, ce n'est pas celui de Thomas. C'est le logo de cabinet d'avocats spécialisé dans les identités civiles et les successions complexes. Un cabinet qui, je le sais, traite des dossiers que la finance n'aborde jamais. Je sens mon cœur s'accélérer de nouveau. Ce n'est pas une aventure, ce n'est pas juste une maîtresse. Il y a une dimension plus sobre, plus organisée, presque criminelle dans cette mascarade. Marc n'est pas seulement infidèle, il est en train de préparer une disparition, une mutation, une vie de rechange construite sur des bases légales mais volées. Le téléphone vibre, c'est un message de lui. S'il te plaît, rentre à la maison, on peut tout régler, tu ne comprends pas la situation. La situation, il appelle notre vie une situation. Comme s'il s'agissait d'une affaire à régler, de dossier à clore. La rage monte en moi, une colère si pure, si dense qu'elle en devient lumineuse. Il croit que je vais rentrer pour discuter, pour négocier, pour accepter des miettes. Il croit que je suis encore la femme qu'il peut manipuler avec 2 mots doux et un regard coterie. Il ne sait pas ce que j'ai vu. Il ne sait pas que j'ai compris que son appartement n'est pas un lieu de plaisir, mais une salle d'attente. Une base arrière pour celui qui veut devenir quelqu'un d'autre et m'abandonner, moi, au milieu des décombres, avec toutes les dettes, tous les secrets et toute la hotte. Je range mon téléphone dans mon sac, je ne répondrai pas, je ne rentrerai pas, je me lève décidé, je vais aller voir le frère, le vrai Thomas. S'il est à Toulouse, je prendrai le premier trait, s'il est ailleurs, je le trouverai, je vais découvrir pourquoi Marc a besoin de son identité, de ses papiers, de son nom. Il y a un lien entre le frère et la femme, entre les cotes bancaires et le cabinet d'avocats. Il y a une puzzle dont je n'ai que les pièces les plus sobres, mais je vais finir par voir l'image entière. Je marche vers la gare, la nuit est profonde, mais mes idées sont lépides. Je ne suis plus la victime. Je suis l'observatrice, l'enquêtrice de mon propre désastre. Chaque mensonge qu'il a proféré au cours de ces 10 dernières années devient maintenant un indice, une faille que je vais exploiter. Il pensait m'avoir enfermé dans une bulle de confort, mais il a créé une prison dont il a lui-même égaré la clé. Il croit avoir le contrôle, mais le contrôle, c'est moi qui l'ai repris au moment où j'ai franchi le seuil de cet appartement rue des Martyrs. Je m'assois dans le Inrolf de la gare, parmi les gens qui rentrent chez eux, vers des vies sûres, des foyers stables. Je regarde les traits partir, des lignes de lumière qui filent vers des horizons lointais. Je me demande ce que Marc va faire demain, quand il se réveillera dans son appartement secret seul, sans moi pour jouer le rôle de la femme trompée. Il va paniquer. Il va essayer de me joindre, il va imaginer des scénarios, il va tenter de tout effacer, mais c'est trop tard. La vérité est sortie, elle circule, elle est en moi, et elle ne me laissera aucun repos tant que je n'aurai pas tout mis à nu. Je ferme les yeux, je vois son visage, ce masque qu'il portait, ce regard qu'il avait pour cette femme. Je ne pleure plus, je suis une lame affûtée par la trahison. Il m'a appris à douter, alors j'ai appris à chercher. Il m'a appris à être invisible, alors je suis devenu un fantôme capable de voir tout ce qu'il dissimule.
Il croit que le mariage est une promesse, il en a fait un contrat de dupe. Eh bien, le contrat est rompu. Soudain, mon téléphone vibre encore. Ce n'est pas un message de Marc. C'est une alerte MILF, une notification automatique de ma banque que j'avais configurée il y a des années, une alerte sur un code jouet, un code dormant que nous n'utilisions jamais, un code que nous avions ouvert juste après notre mariage, pour nos projets futurs, nos enfants qu'on n'a jamais eus. Il y a eu un mouvement. Une somme énorme vient d'être transférée vers un compte étranger au Panama. Mon nom, mon identité, ma signature électronique, tout a été utilisé pour valider ce transfert. Il ne s'agit pas seulement de mon mari, il m'a impliqué, il m'a compromise, il a utilisé mon nom pour blanchir l'argent de sa double vie pour financer son évasion. Le souffle me manque. Ce n'est plus une question de trahison amoureuse, c'est une question de survie. Si ce code est associé à ce transfert, si mon nom est sur ce document, je ne suis pas seulement la femme trompée, je suis la complice potentielle. Il m'a piégé, il m'a verrouillé dans son système, et si la justice s'en mêle, c'est moi qui tomberai, pas lui. La peur, une peur glaciale, remplace en fait la rage. Je me sens vaciller sur le banc de la gare, le sol semble se dérober sous mes pieds. C'était donc ça, son secret. Ce n'était pas une maîtresse, c'était une opération de grande envergure pour effacer ses traces, et il m'a utilisé comme bouclier, comme parave pour ses activités souterraines. Je regarde l'écran du téléphone, les chiffres, le montant, la destination. Tout est là en noir et blanc, une preuve irréfutable de sa malveillance. Il ne m'a pas seulement trahi, il a détruit mon avenir, il a sali mon honneur pour se sauver lui-même. Je me lève, mes jambes tremblent, mais ma résolution est plus forte que jamais. Je ne vais pas seulement le coffroter, je vais le détruire exactement comme il a tenté de le faire avec moi. Je vais remonter la piste de chaque satime, de chaque signature, de chaque mensonge, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de regarder la réalité en face. Je regarde autour de moi. La gare est immense, froide et personnelle. C'est là que tout commence. Je prends mon sac, je serre mon manteau autour de mes épaules. La femme que j'étais ce matin, celle qui croyait en son mariage et en la beauté de son mari, cette femme-là n'existe plus. Elle a été sacrifiée sur l'autel de la duplicité. À sa place, il y a une femme qui n'a plus rien à perdre, une femme qui va devenir le pire cauchemar de Marc. Je m'approche du guichet. Je dois savoir où part cet argent, qui est le bénéficiaire final, quel est le lien avec le frère, avec ce cabinet d'avocats. Je dois tout savoir, je me dirige vers le quai, le trait pour le sud-est annoncé. C'est là que tout doit se terminer ou là que tout va réellement commencer. Je monte dans le wagon, je m'installe près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris s'éloigner, devenir des points minuscules dans la nuit. Je ne me retournerai pas. Le passé est une terre brûlée, et mon futur est une traque, une quête de vérité qui ne s'arrêtera que lorsque je tiendrai la preuve finale, celle qui fera s'écrouler tout son édifice, tout son masque, tout son mensonge. Il pense que je suis une femme fragile, une épouse aimante qui attendra patiemment dans son appartement vide. Il ne sait pas que je suis devenue une ombre, capable de se glisser dans les failles de sa vie, de découvrir ses secrets les plus enfouis et de les exposer au grand jour. Il ne sait pas que j'ai pris une décision irrévocable. Je ne veux plus de lui. Je ne veux plus de son amour ni de sa vie. Je veux la justice. Je veux la vérité, crue, brutale, totale. Et pour l'obtenir, je suis prête à tout, même à perdre ce qu'il me reste de sécurité, même à risquer ma propre liberté si nécessaire. Le trait s'ébranle dans un râle métallique qui résonne dans tout le quai. Je sens une étrange sensation de légèreté, presque de liberté. Le poids du mensonge est tombé, et avec lui, le poids de la culpabilité que j'ai porté sans raison pendant des années. Je regarde mon reflet dans la vitre sobre. Mon visage est tendu, déterminé, étranger mais pur. Je suis en fait moi-même, sans le filtre du mariage, sans l'ombre de Marc. Je suis une femme en quête de vérité, et rien, absolument rien ne pourra m'arrêter. Je regarde le paysage qui défile dans l'obscurité, une succession de silhouettes, d'arbres, de champs perdus dans la nuit. Je me demande ce que je vais découvrir une fois arrivé. Je me demande si le vrai Thomas sait ce que son frère a fait, s'il est une victime lui aussi, ou un complice. Je me demande qui sont ces gens qui gravitent autour de cette identité volée. Je me demande ce qui se passera quand je serai face à face avec celui qui détient les clés de ce mystère. Je me sens comme une aventurière en terre inconnue, une exploratrice de l'ombre, et chaque kilomètre qui me sépare de Paris me rapproche de la vérité que je cherche. La nuit est longue, mais elle est le théâtre de ma renaissance. Je ne dors pas. Je réfléchis, je calcule, je visualise, je prépare mes questions, mes preuves, mes arguments. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque geste qu'il a fait, je les dissèque dans ma mémoire, cherchant la faille, le moment où tout a basculé, où l'homme solaire que j'ai aimé a laissé place à cet étranger machiavélique. Je ne trouverai peut-être pas de réponse simple, mais je trouverai la vérité, et c'est tout ce qui cote. Soudain, une idée me traverse, une pensée fulgurante qui me glace le sang. Si ce transfert a été effectué, si mon identité a été utilisée, c'est que Marc savait.
Il savait que je finirais par découvrir ce qu'il cachait. Il savait que je ne resterais pas les bras croisés. Il a tout prévu, il a anticipé ma réaction, il a préparé ce coup, il a tout mis en place pour que, si je parvenais à percer ses secrets, je sois moi aussi entraîné dans sa chute. Je ne suis pas seulement la victime de son mensonge, je suis la cible de sa stratégie. Il m'a utilisé, il m'a piégé, il m'a rendu responsable de ses erreurs. La peur me sert de nouveau, plus forte cette fois, plus violente. C'est un sentiment de panique, une perte totale de contrôle. Mais je me ressaisis. Si c'est un jeu, je vais le jouer. S'il a prévu que je sois sa chute, je ferai en sorte qu'il tombe avant moi. Je ne me laisserai pas faire. Je ne serai pas la victime collatérale de son ambition démesurée. Je vais me battre avec les mêmes armes que lui, avec la même détermination, avec la même cruauté si nécessaire. Il m'a appris à survivre, il m'a appris à être forte, il m'a appris à ne pas avoir peur. Et je vais utiliser tout ce qu'il m'a appris contre lui. Le trait ralentit, les lumières d'une ville apparaissent dans le lointain, une ville que je ne connais pas, un lieu qui contient peut-être la clé de tout ce mystère. Je descends du trait, l'air est frais, le vent souffle, je me sens vivante, vibrante, prête pour ce qui m'attend. Je ne regarde pas en arrière. Je marche vers la sortie, vers l'inconnu, vers la vérité. Je sais que rien ne sera facile, que chaque étape sera un défi, que chaque découverte sera une épreuve, mais je suis prête. Je ne suis pas seule, j'ai ma volonté, j'ai ma détermination, j'ai ma soif de vérité. Je sors de la gare, la ville s'offre à moi, une ville qui cache peut-être le secret de ma propre libération. Je marche, je regarde les rues, les maisons, les gens, je me sens comme une étrangère dans ce mode que je ne comprends pas encore, mais que je vais conquérir pas à pas, vérité après vérité. Je sens le froid sur ma peau, mais mon cœur est brûlant de détermination. Je sais que je suis sur le point de découvrir quelque chose qui changera tout, quelque chose qui va briser le dernier lien avec cette vie qui n'était qu'une illusion. Soudain, une silhouette attire mon attention, une silhouette que je connais, une silhouette qui marche dans la rue à quelques mètres de moi. C'est lui, ce n'est pas Marc, c'est le frère, Thomas. Il est là en chair et en os, marchant dans la nuit, l'air pensif, l'air grave. Il ne m'a pas vu. Il marche vers un immeuble, le même immeuble que j'ai vu en photo, le même immeuble qui abrite les secrets de mon mari. C'est une coïncidence, une impossibilité, mais c'est là, devant moi. Tout s'accélère. Je le suis, je garde mes distances, je me fous dans l'ombre, mon cœur bat à tout rompre. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je dois l'aborder ou l'observer, mais je sais que c'est le moment où tout va basculer. Je le vois entrer dans l'immeuble, je vois la porte se fermer derrière lui. Je reste là devant, hésitante, terrifiée mais curieuse, plus curieuse que jamais. Je sens que je suis au bord de l'abîme, au bord de la révélation finale. Je prends mon courage à 2 mains, je m'approche de la porte, je touche le métal froid, je pousse doucement, je vois le Inrolf, je vois les escaliers, je vois la porte du numéro 14 qui est entrouverte, la même porte, le même numéro, la même réalité. Je m'ôte, chaque marche est un défi, chaque souffle est un battement de cœur, je suis là devant cette porte, je sens que tout va changer, que tout ce que je connais va voler en éclats. Je porte ma main à la poignée, je pousse, et alors que la porte s'ouvre, je vois une scène qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, une scène qui va changer ma vie à jamais. C'est Marc, il est là, avec Thomas. Ils sont en train de parler, d'échanger, de partager des documents, des secrets, des vies, et ils ne sont pas seuls. Il y a une troisième personne, une femme, celle que j'ai vue tout à l'heure, celle qui souriait, celle qui semblait si complice. Ils sont tous là, ensemble, dans cette pièce, en train de conspirer, en train de construire leur propre réalité, en train de tisser le filet dans lequel je me suis prise. La vision est insupportable, une insulte à ma dignité, une agression contre mon existence. Je sens une déferlante de colère, une rage qui ne peut plus être contenue, une besoin de tout briser, de tout crier, de tout révéler. Je fais un pas en avant, prête à intervenir, prête à tout affronter, mais alors que je m'apprête à entrer, une voix m'arrête, une voix que je ne connais pas, une voix froide, autoritaire, glaciale. Ne faites pas ça, madame, si vous tenez à votre vie. Je me fige, je me tourne, et je vois dans l'obscurité du couloir un homme dont le visage est caché par l'ombre, mais dont la voix est une menace, une promesse de douleur, une incitation à la peur. Je reste là, pétrifiée, incapable de bouger, incapable de respirer, incapable de réagir. Tout s'est arrêté, le temps, l'espace, ma vie. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je fais là, je ne sais plus quel est le sens de tout cela. Je suis face à l'inconnu, face au danger, face à la vérité qui me menace de destruction. Je suis seule, isolée dans ce couloir, loin de chez moi, loin de ma vie, loin de ma réalité. Et alors que la porte du numéro 14 s'ouvre encore un peu plus, je sens que mon destin est en train de se sceller, et que ce que je vais découvrir dans quelques instants ne me laissera aucune issue, aucune porte de sortie, aucune possibilité de retour. Je suis au bord du gouffre, et je sais que, quoi qu'il arrive, ma vie ne sera jamais, au grand jamais, ce qu'elle était avant ce soir.
Je ne sais pas si je suis prête à affronter ce qui m'attend derrière cette porte, si je suis prête à supporter le poids de cette vérité qui s'apprête à m'anéantir, si je suis prête à vivre dans ce mode qui n'a plus rien à voir avec celui que je connaissais. Mais je sais une chose absolue, inébranlable, je ne peux plus reculer. La vérité est là, juste devant moi, et je vais la saisir coûte que coûte, même si cela doit me coûter la vie, même si cela doit tout détruire autour de moi. Je suis une femme qui a été trahie, une femme qui a été spoliée, une femme qui a été humiliée, mais je suis avant tout une femme qui veut connaître la vérité, et rien, absolument rien, ne pourra m'empêcher d'arriver jusqu'au bout de cette quête. La porte s'ouvre, Marc me voit, son visage se décompose, la peur, l'effroi, la panique s'empare de lui, et je sais que c'est le moment de vérité, le moment où tout va en fait sortir, où tous les masques vont tomber, où tous les secrets vont être dévoilés. Il essaie de dire quelque chose, de s'expliquer, de nier, mais je ne l'écoute plus. Je m'avance, je pénètre dans la pièce, je regarde autour de moi, je vois tout, je comprends tout, tout devient limpide, tout s'éclaire. Je ne suis plus la victime, je suis la révélation, je suis la vérité, je suis celle qui va tout faire éclater, celle qui va tout ramener à la surface, celle qui va forcer le destin à se dévoiler. Et alors que Marc recule, que Thomas se fige, que la femme se détourne, je sens que le combat ne fait que commencer, et que le prix à payer sera immense, mais que la vérité, cette vérité que je cherche depuis tant de temps, sera en fait à moi, et qu'avec elle je serai libre, en fait totalement libre. Mais alors que je m'apprête à parler, alors que je m'apprête à exiger des réponses, un bruit, un claquement sec résonne dans l'appartement. Ce n'est pas une porte, ce n'est pas une fenêtre, c'est un coup de feu. Le silence retombe lourd, oppressant, et alors que je vois Marc s'effondrer, que je vois le sang tacher le parquet, que je vois Thomas s'enfuir par la fenêtre, et la femme disparaître dans l'ombre, je réalise avec une horreur indicible que je ne suis plus seulement une femme trahie, je suis une témoin. Une témoin de meurtre, une témoin de crime, une témoin de tout ce qui vient de se passer sous mes yeux. Et alors que j'entends les sirènes de police, les cris, le vacarme, je sens que ma vie vient de basculer, irrémédiablement, dans un cauchemar dont je ne pourrai jamais m'échapper. Le temps se fige, suspendu à la détonation qui résonne encore dans les angles morts de cette pièce. L'odeur de la poudre, âcre et métallique, se mêle à celle du parfum de Marc, ce sillage boisé que j'ai respiré sur ses chemises pendant 10 ans et qui, soudain, m'écœure au point de provoquer une nausée violente. Il est étalé là, sur le parquet en poil de haut gris, une main crispée sur sa poitrine, l'autre traînant dans une mare sobre qui s'élargit avec une lenteur obscène. Le masque est en fait tombé. Ce n'est plus l'époux, ce n'est plus le fraudeur, ce n'est plus le manipulateur. Ce n'est qu'un homme qui se vide de sa vie, un homme dont le regard vitreux ne croise plus le mien, mais semble fixé au plafond indifférent. Le silence qui suit est plus assourdissant que le coup de feu. Je devrais crier, je devrais appeler à l'aide. Mes mains tremblent si fort que je manque de faire tomber mon sac, mais je ne bouge pas. Je suis ancrée dans cette atrocité, observatrice et puissante de la chute finale de l'empire de mensonges qui l'a bâti. L'homme qui m'a menacé dans le couloir a disparu, s'évaporant comme une ombre, laissant derrière lui ce chaos sanglant. Thomas, le frère, ou quel que soit le lien qui les unissait dans cette mascarade, a sauté par la fenêtre avec une agilité de prédateur, laissant son associé, son complice, son double, agoniser dans la poussière d'un appartement dont je ne connais même pas le nom du propriétaire. Les sirènes se rapprochent, hurlant leur urgence à travers les rues de la ville. Le bleu des gyrophares commence à balayer les murs, transformant la pièce en une lanterne magique macabre. Je réalise, avec une lucidité glaciale, que ma vie d'avant, celle des dîners parisiens, des week-ends feux dans le Perche et des certitudes bourgeois, a été balayée en une seconde. Si je reste ici, je serai celle qu'on trouvera au-dessus du cadavre. Si je fuis, je serai la coupable idéale, celle qui a transféré l'argent, celle qui a découvert le pot aux roses, celle qui a une raison parfaite de vouloir la mort de cet homme. Il a tout prévu, même mon agonie judiciaire. Je m'approche de lui lentement. Le sang est près mes chaussures, un cuir souple que je chérissais maintenant souillé à jamais. Je m'accroupis près de son visage. Ses lèvres bougent, une dernière fois, un souffle est perceptible, une bulle écarlate s'échappant de sa bouche. Il essaie de dire quelque chose, un regret, un aveu, ou peut-être un dernier mensonge, une ultime tentative de m'entraîner avec lui dans sa fosse commune. Je pose ma main sur son épaule, pas par tendresse, mais pour vérifier qu'il est bien là, pour valider que c'est bien la fait. Ses yeux se tournent vers moi. Il y a de la terreur, oui, mais aussi cette stupéfaction enfantine de celui qui ne pensait jamais être rattrapé par les lois de la pesanteur. Je ne lui pardonne pas. Il n'y aura pas de incassensus, pas de mots doux pour apaiser cette fête tragique. Je me relève, mes jambes refusant de me trahir, et je regarde autour de moi une dernière fois. Le carnet, celui avec le sceau du cabinet, est tombé sous la table basse. Je le ramasse. C'est mon assurance, ma seule chance de prouver que je n'étais qu'une marionnette. Je le glisse dans mon manteau.
Les policiers défaussent la porte d'entrée, des voix masculines, autoritaires, résonnant dans le vestibule. C'est le moment, je me dirige vers la fenêtre par laquelle l'autre s'est enfui. Elle donne sur une courette intérieure, un puits sobre et étroit. Je ne regarde pas en arrière. Je ne regarde pas Marc une dernière fois. Sa vie c'était dans cette pièce et avec elle le poids de mes chaînes. Je me laisse glisser le long de la gouttière, atterrissant sur le bitume froid de la cour. Mes chevilles me font mal mais je cours. Je cours à travers le dédale des rues, les mains dans les poches, serrant le carnet contre moi comme une relique sacrée. Je ne suis plus la femme de Marc. Je ne suis plus l'épouse trompée. Je ne suis plus une ombre dans un mariage fantôme. Je suis une survivante, une femme qui a traversé le feu et qui, malgré les cendres, continue d'avancer. La ville, sous la pluie fine qui commence à tomber, semble laver mes mains, mes vêtements, mon visage. Paris est immense et différent, une toile de faux parfaite pour ma renaissance. Je m'arrête au bord du quai, là où la Seine coule, noire et profonde. Je regarde le carnet dans ma main. Il contient tous les noms, tous les codes, tous les rouages de la machine infernale. Je pourrais tout jeter à l'eau, tout effacer et disparaître dans le trait qui part vers le sud, vers une ville où personne ne connaît mon nom, où personne ne connaît mon histoire. Je pourrais redevenir une page blanche. Je pourrais recommencer sans passer par la case justice, sans risquer de passer ma vie à justifier le sang sur mes mains. Le vent se lève, glacé, balayant mes cheveux sur mon visage. J'entends les sirènes au loin, devenues un bruit de fond, un souvenir de ce que je laisse derrière moi. Je prends une respiration, la première respiration complète que j'ai eue depuis des semaines. L'air est pur malgré les odeurs de la ville, malgré la noirceur de la nuit. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une complice. Je suis simplement une femme qui a survécu à un naufrage. Le carnet, je l'ouvrirai plus tard, ou peut-être pas. Peut-être que le brûler suffira à purger mon passé. Je marche vers la gare, mes talons claquant sur les pavés avec une régularité apaisante. Je ne me sens pas triste, je ne me sens pas vide. Je me sens légère étrangement, comme si le départ de Marc, aussi brutal soit-il, avait en fait tomber le rideau sur une pièce qui n'était plus jouée. Je ne pense pas à la suite, je ne pense pas à la police, je ne pense pas aux conséquences. Je pense à la sensation du froid sur ma peau, à la liberté de n'appartenir à personne, à la réalité de mon corps qui continue de marcher. Le trait arrive, un serpent de métal illuminé qui coupe la nuit. Je monte à bord, m'installant dans un siège vide, loin des regards. Je ferme les yeux, et pour la première fois depuis des années, il n'y a plus de peur dans ma poitrine. Il y a juste le calme, un calme plat presque sacré, le silence qui suit l'orage quand la terre est en fait lavée de toute la boue du passé. Je ne suis plus la femme que Marc avait sculptée à son image. Je suis ce qui reste quand le mensonge s'effondre. Je suis moi, une femme seule face à une vie qui s'ouvre, sans carte, sans passé, sans mari. Le trait s'ébranle dans un souffle sourd. Les lumières de Paris s'étirent, se floutent, deviennent des étoiles et têtent derrière la vitre. Je pose ma tête contre la paroi froide et je laisse la fatigue m'envahir. Demain le mode me cherchera. Demain on posera des questions. Mais demain est une autre vie, une vie que j'ai en fait le droit de construire, brique après brique, sans le ciment corrompu du mensonge. Le trait fausse, dévorant les kilomètres dans une obscurité totale, et je m'enfonce dans le sommeil, la première nuit de ma nouvelle vie, portée par le henrisme berçant des rails, dans l'immensité sereine de cet oubli que j'ai en fait coquille.